Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de boîtier petit format avec par exemple ce Lian-Li Q58 qui pèse le poids d'un âne mort. Je ne dois très certainement pas faire ça parce qu'il y a quand même de la thune là-dedans et je suis pas très adroit. Donc bon, vous l'aurez compris, on va présenter ici le boîtier Q58 de Lian-Li. Le principal intérêt de ce boîtier, c'est qu'il fait 14,5 litres et qu'il a été relativement bien conçu avec les problématiques de mini ITX PC petit format en tête. Donc découvrons ensemble ce qui est très certainement l'une des meilleures cases ITX du marché pour du water cooling et des grosses cartes graphiques. Ce qui se remarque directement, c'est l'approche de design qu'a pris Lian-Li pour ce boîtier. On est bien loin des standards et joue avec une approche duotone qui mêle mèche et verre, deux finitions différentes sur la. Pour moi, c'est assez rafraîchissant de voir cette case arriver ici parce qu'on est sur quelque chose qui est totalement différent des boîtiers qu'on connaît déjà. Et les boîtiers qu'on connaît déjà ont tendance à beaucoup se ressembler. Et je trouve d'ailleurs que Lian-Li se démarque d'ailleurs pas mal de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de boîtiers qui sont originaux à leur catalogue, chose qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres marques. En plus, les boîtiers sont relativement bien pensés et bien finis, ce qui fait que c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement. Ce boîtier se démarque pas non plus seulement par son design, mais aussi par une belle flexibilité et surtout des petites astuces réparties un petit peu partout. Dans un premier temps, tout est démontable dans ce boîtier jusqu'à presque avoir une structure vide, mais très pratique pour le cable management ou un all-in-one sur le haut. Parce que dans des petites cases comme ça, c'est quand même difficile à monter, donc plus on peut en enlever, plus on aura accès à des choses et plus ce sera simple pour nous de monter notre machine là-dedans. Et qui dit simple, dit agréable. Lian-Li propose aussi une plaque de conversion qui permet de rendre compatible le boîtier avec des alimentations ATX. Ce qui est bien en termes de compatibilité, et si vous changez de PC entre temps et que vous venez d'un boîtier ATX directement, ça peut être pratique pour renouveler son alimentation. Mais par contre, niveau praticité, c'est pas forcément ce que je recommande. Parce que d'une part, vous allez devoir reculer la plaque centrale qui va vous laisser accès à des CPU de seulement 2 slots, ce qui est plutôt rare sur cette génération, surtout si vous voulez des beaux modèles. Et la compatibilité de refroidissement sera aussi impactée parce que là, vous allez pouvoir placer seulement un radiateur de 120 mm au lieu d'un 240 ou d'un 280 pour ce qui est prévu sur ce boîtier. Et en plus de ça, vous allez devoir gérer des câbles qui sont beaucoup trop longs pour ce boîtier, donc c'est pas forcément un luxe ici que d'acheter une alimentation assez fixe. En tout cas, ça vous permettra de rester sain d'esprit. À l'arrière du boîtier, on trouve aussi une petite trappe qui cache un hub pour les ventilateurs et le RGB, ce qui est particulièrement intelligent parce qu'il faut bien voir que les cartes mini TX sont quand même assez dépourvues en termes de header pour les ventilateurs et de RGB. Donc là, c'est vraiment nickel d'avoir mis ça. Et en plus, sa position fait qu'on peut y accéder sans vraiment de soucis. À l'avant, on retrouve quelque chose qui est particulièrement intelligent, c'est un emplacement pour un SSD de 2,5 pouces avec des connecteurs SATA et de l'alimentation déjà présents. Honnêtement, c'est bien pensé et c'est pratique et c'est quelque chose que j'aimerais plus retrouver sur pas mal de boîtiers, que ce soit des petits formats ou même des gros formats. Et pour les autres emplacements des SSD 2,5 pouces, on en retrouve un à l'arrière de l'alimentation et un autre qui se monte sur une plaque mais qui réduit encore une fois votre refroidissement à du 120 mm. Et puis cerise sur le gâteau, les connecteurs du panneau avant sont un bloc entier et solide, donc pas besoin de s'embêter avec des petits fils, aller brancher les trucs tout au fond là-bas et de se faire chier comme un rat. Il y en a de plus en plus sur les boîtiers de nos jours et ça c'est un véritable plaisir. Donc c'est toutes ces petites choses qui rendent le montage assez facile et intéressant au sein de ce boîtier. Mais ça veut pas non plus dire que ce boîtier est exempt de défauts. Il va falloir faire attention à certaines petites choses avant de l'acheter. La première chose, c'est qu'il est relativement peu disponible en France, mais par contre chez nos cousins allemands, il est disponible et en plus abordable. Il est annoncé à 119 € sur caseking.de en noir avec le connecteur PCI 3. Une autre chose qu'il faut faire attention avant de l'acheter, c'est que ce modèle qui vient en noir et en blanc est avec deux configurations. Une configuration avec un riser PCI 3.0, une configuration avec un riser PCI 4.0. Et par contre, pour le dernier, le boîtier sera un petit peu plus cher parce que ces risers-là sont plus complexes à faire. En tout et pour tout, ça vous coûtera 30 € en plus pour avoir cette option-là et c'est pas forcément du luxe si vous avez un GPU de dernière génération. Ça peut faire un écran noir, des incompatibilités, ça peut être un petit bordel, surtout si vous ne connaissez pas trop dans le métier. Mais bon, si vous êtes trompé, il n'y a rien de grave, il faudra juste penser à monter le PC avant de le monter dans le boîtier pour initialiser le PCI 3.0 au lieu du PCI 4.0. Sinon, c'est écran noir à la fin du montage. Autre point, c'est pour ceux qui veulent mettre de l'air cooling. Ici, ce sera très limité avec 67 mm de hauteur. En termes de ITX, c'est sûr qu'on va pouvoir placer des couleurs qui sont relativement intéressants, mais par contre qui ne seront pas aussi puissants qu'un water cooling all-in-one direct. Ce boîtier est vraiment plus fait pour accueillir des water cooling en 240 mm ou en 280 mm, même si vous verrez plus tard dans la vidéo, j'explique qu'il y a quelques petites limites à ça. Autre chose qui va être importante aussi pour ce boîtier, c'est le placement des panneaux, parce qu'il y a un panneau en verre et un panneau en mèche. Ce qui veut dire que si vous inversez certains panneaux, ça peut avoir un effet assez négatif sur les températures de certains composants. De toute façon, il ne faudra pas trop réfléchir. De base, il vient avec la meilleure configuration, avec les panneaux mèche en bas, permettant d'avoir le meilleur airflow possible et de refroidir les VRM au niveau de la carte mère. D'ailleurs, on fait quelques tests thermiques plus tard dans la vidéo pour vraiment mettre à l'épreuve ce qu'on dit juste à l'instant. Attention aussi à votre carte graphique parce que bien que ça accueille des grosses cartes graphiques, ça accueille pas non plus des mastodontes. Par exemple, c'est impossible de faire entrer un MSI Supreme-X à l'intérieur parce que cette carte graphique est trop grande. Mais par contre, si on parle de MSI Trio X, là ça rentre au poil de cul. Donc il faut bien faire attention parce qu'au-delà de 320 mm, ça ne rentre plus dans le boîtier. Donc vérifiez bien les dimensions de votre carte graphique avant de commander ce boîtier. Il y a aussi un emplacement pour ventilateur en bas du boîtier. Attendez, je vous montre juste là.
Voilà. Mais malheureusement, le problème, c'est que c'est juste en dessous de là où sont branchés les câbles sur l'alimentation. Donc c'est pas compliqué de placer parmi l'amas de câbles qu'il y a, mais par contre pour tourner, c'est une autre histoire. Généralement, ça passera pas très bien. Par contre, si jamais vous avez des câbles custom à la bonne longueur, bah là, il n'y a aucun souci pour les placer. Après, avec les alimentations classiques, on a tendance à avoir un petit peu plus de câbles que prévu, donc là, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc oui, ce boîtier est loin d'être parfait, mais bon, c'est difficile en étant aussi compact de répondre à des critères aussi exigeants. Et de toute façon, dans tous les cas, si vous partez sur des boîtiers petit format, vous allez forcément avoir à faire des compromis. Après, les points négatifs, c'est pas des gros points négatifs, et surtout des points qu'on retrouve sur pas mal d'autres boîtiers dans ce format-là, et surtout dans les layouts sandwich comme celui. Donc rien d'anormal ou d'alarmant, en tout cas sur le papier, avant d'avoir commencé le montage. Pour faire nos tests thermiques, j'ai monté ici dans cette configuration un 5600X avec un Arctic Freezer 240 mm, 16 Go de RAM HyperX, une carte mère ASRock, ainsi que l'alimentation FSP Dagger Pro de 650 watts Gold, qui est vraiment pas mal pour pas casser la banque au moment où vous cherchez une alimentation SFX, parce qu'elle se trouve assez régulièrement au niveau des 100 €. Parce qu'après, au-delà de ce prix-là, on arrive trop dans les prix d'une SF600 qui est la meilleure option pour autour de 120 €. FSP reste une marque réputée pour ses alimentations et viennent ici avec quelque chose qui est bien fini, qui tient la route, qui est silencieux et qui est petit format. Alors, après avoir fait le montage du PC, je vous fais quelques retours à chaud parce que même si ce boîtier est globalement bien conçu, eh bien, il y a quelques petites choses qui sont mal passées. Dans un premier temps, il va falloir faire attention au câble de votre alimentation parce que moi, dans le cas de la Dagger Pro, c'était un peu trop long à mon goût, ce qui fait que ça irait bien pour un OR Mini. Mais par contre, pour celui-là, c'est beaucoup plus embêtant vu qu'on a beaucoup moins de place pour travailler avec. Donc là, on se retrouve avec un amas de câble qui est assez désagréable visuellement, en plus d'être complexe à gérer à la base. Et si vous voulez un look le plus clean possible, je vous conseille vraiment d'aller faire des câbles custom à une longueur bien définie, histoire que vous soyez tranquille pour le montage. Attention aussi à votre all-in-one water cooling, parce que j'ai voulu être un petit peu ambitieux et mettre le Arctic en 240 à l'intérieur, mais il était un petit peu trop gros. Enfin, il avait un radiateur qui était trop épais. Seuls les radiateurs de taille classique ou assez fin vont passer avec cette case-là, donc je l'ai remplacé par un radiateur et une pompe de chez Cooler Master que j'avais depuis longtemps. C'est un des premiers Cooler Master Liquid V40, donc il est parti là-dedans. Ce sera pas optimal au niveau de la pompe et du refroidissement, mais ça fait le taf pour ce 5600X. Et bien sûr, j'ai remplacé les ventilateurs par ceux d'Arctic pour assurer un bon silence. Donc à partir de là, ça rentre nickel sans souci, mais il faut quand même veiller à deux choses. Premièrement, il faut faire attention à la tâche des tubes qui sortent du radiateur, parce que si elles sont trop longues, elles vont peut-être venir en conflit avec l'alimentation ou ce qui se trouve juste en dessous du radiateur. Et s'il y a trop de pression comme ça va venir endommager les tubes et potentiellement à long terme causer une fuite. Deuxièmement, il faut veiller aussi que vos tubes de votre all-in-one peuvent tourner au niveau du water block, parce que sinon vous allez potentiellement vous retrouver bloqué au moment de fermer la case. Parce que s'ils sortent tout droit de votre water block, ils vont très certainement dépasser au final les 67 mm accordés par cette case. Ces choses sont pas forcément inscrites sur la fiche technique, mais c'est un retour d'expérience de ma part après avoir monté les mauvaises choses dans ce boîtier. Et c'est bien que j'ai fait l'erreur parce qu'au moins je peux vous en parler. Une petite dernière chose aussi, c'est que faut bien penser à lire la notice. Les boîtiers comme ça, généralement, il y a un ordre pour faire passer les choses, histoire qu'on soit tranquille et qu'on puisse monter le plus facilement possible. Et moi, forcément, j'ai pas lu la notice. Parce que qui lit les notices en 2022 ? Les gens intelligents. Après, on a qui les sniff, mais bon, c'est un autre délire. Donc sachez, dans la documentation de ce boîtier, il y a un ordre et il y a des petites astuces pour rendre le montage encore plus simple. Après, je vais pas vous le cacher, mais se faire chier comme un rat mort, c'est généralement inclus dans l'expérience du boîtier. Ceux qui construisent ça, dont moi, ont un peu tendance à être masochiste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on a réalisé quelques tests thermiques pour voir un petit peu quelle était la capacité de refroidissement de ce boîtier avec du matériel, certes, qui chauffe pas énormément, mais déjà, ça nous donnera une certaine ordre d'idée par rapport à ce que peut encaisser ce boîtier-là. S'il encaisse pas sur des composants comme on a mis ici, il encaissera pas si on met des plus gros composants. J'ai prévu pour tester ça une série de bench synthétiques et aussi un test sur Warzone, qui est un jeu qui est très bien optimisé à la Ubisoft, donc forcément ça fait chauffer vos composants. On testera aussi les différentes configurations possibles avec ce boîtier-là, avec 100 panneaux en verre en bas, mèche en bas, etc. Histoire de voir qu'est-ce qui passe le mieux pour quel composant. J'ai même inclus un petit peu d'undervolting pour voir ce que ça donne avec des composants qui sont un peu plus maîtrisés en termes de chaleur. Sur ces tests synthétiques, on peut voir que l'undervolt fait bien son travail, ayant des températures en dessous de ce que la configuration sans porte peut avoir. Et oui, j'ai oublié, les tests synthétiques, c'est Even Benchmark sur le GPU et un AIDA 64 sur le CPU. Par contre, au niveau du CPU, on est un petit peu plus haut ici à 66,5 degrés, très certainement lié au fait que le processeur était à 4,6 all-core au lieu de 4,4 GHz all-core en stock. Je précise aussi que j'ai utilisé PBO pour l'undervolt, permettant au CPU de booster un peu plus haut. Mais bon, en tout cas, même si on est plus haut, ça reste toujours plus frais que le CPU en configuration classique. Une configuration qui peut être bonne pour votre CPU, c'est celle du panneau en verre en bas du boîtier, qui permet au all-in-one d'avoir un accès presque direct à l'air frais. Et niveau GPU, par contre, on prend presque 10 degrés par rapport à la configuration classique ici. En même temps, le ventilateur est vraiment juste devant la vitre, donc ce qui fait qu'il est vraiment étouffant. On pourrait du coup imaginer un mix entre la configuration normale au niveau du GPU et la configuration avec la vitre en bas au niveau du CPU. Et par contre, il y a toujours un léger désavantage, c'est qu'au niveau des VRM, il y a beaucoup moins d'air qui passe. Parce qu'encore ici, on est sur du 5600X, c'est assez maîtrisé la chauffe des VRM, mais par contre sur des builds qui vont être un petit peu plus complexes, il va falloir quand même faire passer un petit peu d'air là-dedans. Donc bon, pour le peu qu'on y gagne, vaut mieux laisser le panneau en mèche en bas, histoire que ça refroidisse les VRM. Au niveau d'un scénario réel avec Warzone, on reste ici un peu dans les mêmes constats, l'undervolt à la va-vite
est très près de la configuration sans panneau avec les bonnes températures pour ce jeu. Et malheureusement, encore une fois, le vert en bas donne pratiquement 10 degrés de différence sur ce GPU. Donc à éviter, surtout si vous avez un GPU qui est plus puissant que cette 3060. Parce que là on est sur une 3060, mais imaginez au niveau d'une 3070 ou une 3080 qui sont déjà beaucoup plus costauds en termes de chaleur émise, comment est-ce qu'ils vont refroidir avec ce setup là? Donc c'est à éviter pour ça. Au final, en termes de température, le constat est plutôt simple. La configuration avec laquelle vous allez livrer Lian Li du boîtier est la plus optimale de base. Enfin, selon mon avis et selon mon utilisation. Si on ajoute à ça un petit peu d'undervolting, on peut arriver à de très bonnes températures sans mettre à mal nos performances. Et d'après les résultats de nos tests, ce boîtier est suffisamment bien refroidi pour accueillir de plus grosses configurations sans que ça pose vraiment problème. Et si vraiment vous voulez un airflow optimal, vous pouvez procurer 2 plaques supplémentaires en mèche pour 20 € de plus, pour remplacer ces 2 plaques en verre et faire rentrer le plus d'air possible à l'intérieur. Au final, malgré ses défauts, moi j'adore toujours ce boîtier Lian Li. Le layout sandwich a été parfaitement géré, laissant une bonne compatibilité au GPU. Il a un design qui est vraiment exceptionnel et qui sort du lot, et en plus il a un bon airflow et il est plutôt bien conçu. Pour ceux qui n'ont pas du tout touché à de l'ITX pour l'instant, c'est faisable, mais c'est pas l'expérience la plus simple du monde, et pour ceux qui ont l'habitude de monter dans des boîtiers comme ça, et ben là ce sera simple comme le monde. Donc moi c'est clairement un boîtier top tier grand public pour ceux qui veulent un PC petit format avec une grosse emphase sur le water cooling, parce qu'au final il était plus ou moins conçu avec cet exemple en tête et il le réussit très bien, et surtout pour un prix de 119 € qui est quand même abordable pour la plupart des personnes, ou 159 €, ce qui fait un petit peu plus mal pour son modèle avec un Ryzen PCI. Par contre, comme on l'a dit, il a certains défauts qui nécessitent d'être attentif vraiment au choix des composants, ce que vous avez chez vous, ce que vous allez mettre dedans pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Il vient vraiment compléter et donner une option supplémentaire à une idée de boîtier incroyable telle que le NR200, NR200P ou encore le Meshly Shoes, qui sont des boîtiers compacts et abordables. Et sans forcément faire de compromis sur la clé. Parce qu'en dehors de ça, pour avoir un boîtier qui est plutôt bien conçu, il faut aller chercher du Ghost, du Dancase, et vous allez voir, c'est pas forcément le même prix. On passe quand même du simple au triple pratiquement. Je ne peux donc que vous recommander ce boîtier là si jamais vous êtes dans le cas énoncé juste avant. Et moi personnellement, j'hésite quand même à changer avec mon NR200P, mais je ne ferai certainement pas parce que j'ai la flemme. Dans tous les cas, pour moi, ce boîtier se hisse facilement aux côtés du Meshly Shoes, qui est notamment une société aussi de Lian Li, qui n'est pas Lian Li mais une de ses sociétés filles. Donc quand ils font des ITX, ils savent définitivement de quoi ils parlent. D'ailleurs, je vais bientôt me procurer ce boîtier Meshly Shoes pour faire quelques tests à l'intérieur et faire des retours comme j'ai pu le faire ici sur le montage. Donc si ça vous intéresse, restez bien attentifs. En tout cas, quel bonheur de voir arriver sur le marché des grosses marques qui prennent au sérieux les boîtiers ITX avec des beaux matériaux et des choses pensées pour ça. Mais par contre, j'aurais qu'une chose à dire à Lian Li: si vous faites en sorte que ce boîtier soit plus accessible en France, parce qu'aujourd'hui, la seule option de l'acheter en France pour le PCI 3.0, c'est 153 € sur Amazon. Donc ça fait chier quand on peut le trouver chez caseking.de à 119 €. Si jamais vous voulez commander là-bas, je le recommande parce que je le fais assez régulièrement et tout se passe plutôt bien. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!